En 2039, l'humanité a perdu la plupart de ses terres en raison du changement climatique mondial. Le niveau de la mer s'est donc élevé. En réaction, de mystérieux navires de guerre entourés de brouillard apparaissent dans le monde entier pour bloquer toutes les voies de navigation stratégiques. Cependant, même la flotte commune des Nations Unies est incapable de vaincre la flotte du brouillard. Grâce à des armes de pointe, ces navires de guerre invincibles conquièrent les mers pour détruire les satellites de communication et les câbles sous-marins de l'humanité. Toutes les nations ont été isolées et le monde s'est effondré. Quelques années plus tard, une mission est en cours au centre spatial de la préfecture de Saga. Un important SSTO doit être lancé et les forces armées tentent de le protéger contre le croiseur Nagara de la flotte Fogg. Les unités de défense de la Terre parviennent à peine à repousser les missiles du vaisseau extraterrestre. Alors que les espoirs de l'humanité s'amenuisent, le sous-marin I-401 Blue Steel de Fogg arrive. Le capitaine Gunzu Shieya dirige son équipage pour stopper l'avancée du Fogg jusqu'à ce que le SSTO pour les communications intercontinentales ait été lancé avec succès. Il ordonne à Yona, l'avatar humanoïde, de lire les caractéristiques vitales du vaisseau ennemi. Elle semble être l'incarnation de ce sous-marin. Après avoir obtenu des informations sur le navire Nagara, Gunzu ordonne l'attaque. Avec Suhorib comme premier officier, Yori Watanuki aux commandes des moteurs, Kue Kashihara à la maîtrise des armes et Shizuka Odzumi en charge des opérations de sonar, ce jeune groupe de chasseurs réussit à abattre le navire. Le Japon pourra désormais transmettre des informations aux autres nations. Pendant ce temps, Gunzu retrouve Yona sur le pont, observant le navire de Nagara en train de couler, et lui dit « Tu ne faisais que suivre les ordres. » Pour l'instant, elle n'existe que pour suivre les ordres. Revenons 2 ans en arrière. Gunzu a rencontré Yona à Yokosuka alors qu'il était encore étudiant à l'Académie technique navale. Après la publication de la liste des étudiants sélectionnés pour faire partie de l'équipe d'inspection, les étudiants ont inévitablement fait des commérages à son sujet. Des rumeurs troublantes sur le traitement spécial dont il ferait l'objet sont apparues parce qu'il est le fils unique de Shuzushi Eya, le capitaine mort au combat et dont on dit qu'il a déserté la flotte de brume. Dans le bus qui les emmène à l'entrepôt 51, Gunzu et les autres élèves sélectionnés se voient rappeler que ce qu'ils vont voir est strictement top secret. À leur arrivée, ils sont accueillis par le sous-marin I-401 en stationnement. Ils ont expliqué comment il est apparu au port avec toutes ses armes verrouillées après la grande bataille navale, ce qui leur a permis de s'en emparer sans résistance. Un étudiant a déclaré que la faiblesse du Myst devrait être révélée en étudiant le fonctionnement du I-401. Mais après 7 ans de recherches intensives, l'équipe de recherche n'a rien trouvé. C'est alors que Gunzu s'approche du vaisseau et le touche, réveillant Yona à son insu. Tout le monde évacue rapidement, sous les yeux ébahis du futur capitaine. Le lendemain, Yona se promène dans les couloirs comme une élève de l'académie. Elle chercha immédiatement Gunzu et le trouva dans la bibliothèque avec ses amis. Devant leur groupe, elle expliqua nonchalamment qu'elle avait reçu l'ordre de rencontrer le fils de Shuzushi Eya. Après s'être présentée, la femme a dit qu'il ne pouvait pas parler là et elle a piraté la tablette de Gunzu pour lui indiquer le lieu et l'heure. Ses derniers mots ont été « Viens ce soir ». Seul, malgré ses doutes, Gunzu rencontra Yona tard dans la nuit. Il voulait simplement se présenter et partir, mais elle a commencé à raconter ses 7 années d'isolement du monde extérieur. Elle partagea aussi son seul souvenir, rencontre Gunzu, le fils de Shuzushi Eya, et obéit-lui. Tel était l'enseignement et la raison d'être de son existence. Troublant, mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est un dôme bleu qui projette une sorte de spectacle de lumière. Cet acte fut suivi d'une simple question, quel est votre but? Après réflexion, Gunzu exprima son véritable souhait, briser le statu quo stagnant. La jeune fille a pris acte de son souhait et s'est déclarée soulagée. LI-401 se mit soudain à tirer des lasers et sortit du quai top secret de l'entrepôt 51. Lorsque le magnifique vaisseau apparut devant eux, Yona avoua « C'est moi ». Gunzu, choqué, ne put que demander si elle était avec la brume. Yona acquiesça, mais avoua qu'elle ne savait pas s'il s'agissait d'un ennemi ou non. En tant qu'arme de guerre, son seul but est d'obéir aux ordres. Le garçon déclara donc qu'elle était son vaisseau à partir de ce jour. Confiante en son destin, elle tendit la main et lui demanda de la commander. Pendant leur fuite, d'innombrables coups de feu sont tirés par la marine. Gunzu a précisé s'il était capable de résister à un tel tir de barrage. Oui, mais seulement pendant 30 secondes. Au bout de 30 secondes, les boucliers se sont éteints et le sous-marin a commencé à subir de véritables dégâts. Gunzu savait que la situation était difficile, mais il ne voulait pas que les choses en restent là. Heureusement, Yona finit de réparer le ballast, ce qui permet au sous-marin de plonger. Après s'être assuré qu'il s'était bien échappé, Gunzu ordonna à Yona de mettre fin au combat. Elle tombe à genoux, nerveuse d'avoir un capitaine pour la première fois. Il essaie de l'appeler 401, mais elle lui répond qu'elle s'appelle Yona. Le voyage dans le temps s'achève. Gunzu admet qu'elle ne semble pas s'en soucier. La seule chose qui compte, c'est qu'elle est un navire appartenant au capitaine, destiné à remplir sa mission. Ils arrivent à Nagasaki, où Gunzu rencontre le secrétaire du ministère des Affaires militaires, Ryujiro Kamikaze.
Bien qu'il y ait une certaine tension entre les deux, l'homme le félicite pour avoir accompli la mission SSTO et pour les efforts qu'il a déployés contre la flotte Fogg au cours des 2 dernières années. Cependant, le SSTO a été détruit alors qu'il était en orbite. Une arme top secrète en cours de développement contre le brouillard a été détruite au cours du processus, et l'homme a donc demandé à Gunzu de livrer personnellement le prototype final aux États-Unis. C'est la seule chance pour l'humanité de vaincre ses agresseurs futuristes. À l'intérieur de LI-401, Gunzu et son équipe analysent leur nouvelle mission. Faire parvenir le prototype aux États-Unis est une mission héroïque, si cet endroit existe encore. En raison des pannes de communication, personne ne le sait vraiment. Gunzu sait que l'option la plus sûre est le transport direct par voie maritime. Il se dirige vers le port de Yokosuka et c'est là que le prototype de l'arme sera remis. Alors qu'il regarde le navire partir, l'un des hommes du kamikaze demande pourquoi ils ne peuvent pas éliminer Gunzu. Le secrétaire adjoint fait remarquer que la loyauté inébranlable de Yona envers le garçon est redoutable. De plus, un traître à la brume et un traître à l'humanité constituent une combinaison intéressante. Pendant ce temps, le cuirassé Kongu et le croiseur lourd Maya détectent que Yona se dirige vers le nord. Le croiseur lourd Takao jure avec arrogance de réduire le traître Yona en poussière. De son côté, Maya, qui s'ennuie, veut également participer à la bataille, mais Kongu lui rappelle que le code de l'amirauté a placé l'affaire hors de leur juridiction. Ils n'ont d'autre choix que de la confier à Takao. Gunzu prévoit d'utiliser une tempête pour passer inaperçu aux yeux des radars de la flotte du brouillard. Cependant, le croiseur lourd Takao élimine sans hésiter certains des leurs de I-401, n'en laissant que 3. Gunzu pense d'abord que même un navire de brouillard souffrirait d'une capacité de détection réduite par ce temps, mais étonnamment, Takao coule leur leurre avec une précision parfaite. Shizuka suggère alors de dévier leur trajectoire hors du territoire de Takao, mais elle se repositionnerait simplement s'ils le faisaient. Gunzu prend des mesures décisives en ordonnant à Yona de tracer une route vers Yokosuka. Le plan consiste à continuer à suivre la trajectoire du typhon, à éviter le cap de Takao et à entrer dans le port de Yokosuka, mais il a déjà échoué. Il ne reste donc plus que le plan B, échapper au typhon, contourner le radar de Takao et s'approcher de Yokosuka, comme le suggère Shizuka. Mais il y a un risque que Takao et le Fogg les suivent jusque-là. Le code de l'amirauté, l'ordre suprême qui commande la flotte du Fogg, interdit d'attaquer des cibles terrestres ou à quai. Mais comme il autorise les dommages collatéraux dans la poursuite des navires, Gunzu et Yona pensent que Takao détruira quand même le port de Yokosuka. Ils ne peuvent pas permettre que cela se produise car il y a des zones résidentielles à proximité du port. Il est donc temps d'appliquer le plan C, vaincre Takao. Gunzu ordonne à Yona de sortir et de camoufler le navire dans les leurs. Les 4 vaisseaux se déplacent maintenant à une vitesse appréciable. Gunzu se demande si Takao est au courant de leurs mouvements. Yona affirme avec assurance que c'est impossible, compte tenu des spécifications de l'ennemi. L'ennemi ne devrait pas être en mesure de détecter leur position. C'est du moins ce qu'il pensait. Les écrans de Takao révèlent le vrai vaisseau parmi les leurs. Alors que Gunzu ordonne à Kiwei de charger les armes, Shizuka entend un bruit étrange. Pendant un instant, le capitaine semble inquiet, mais il se reprend lorsque Yona le remarque. Takao pointe les armes vers leur position précise. C'est un piège. Le sous-marin est de plus en plus près de sortir des profondeurs de la mer. Juste avant qu'il n'atteigne la surface, il change rapidement d'ordre, fort à bâbord. Un grand sauvetage. Le navire tremble sous l'effet de l'explosion de Takao, mais ce dernier les a sauvés d'un coup direct. Kiwei tire une volée de missiles, mais Takao les dévie. En un instant, d'autres attaques détruisent instantanément les 3 leurs. Utilisant leurs propres projectiles comme distraction, ils coupent leur moteur et déposent le vaisseau au fond de l'océan pour le moment. Takao est stupéfait de constater que le 401 a complètement disparu des radars. Su, Kiwei et Yori font un rapport sur l'état du navire. Heureusement, tout va bien, mais le camp de Klein est sur le point d'atteindre un point critique. Gunzu demande si Yona va bien. Elle va bien, mais s'ils ne libèrent pas l'énergie absorbée par le champ de Klein, celui-ci implosera sur eux, mais en même temps, ils annonceront leur position à l'ennemi. Pour l'instant, le capitaine demande à Shizuka de sauvegarder le son étrange qu'elle a remarqué plus tôt dans sa base de données soniques. Il s'agit du son que fait le canon à supergravité avant de tirer. Kiwei félicite Gunzu d'avoir compris qu'il était pris pour cible. Gunzu se rend compte qu'il n'y a pas de coïncidence possible pour le Fogg. Il demande donc à Yona de comparer le rayon de détection de l'attaque avec les spécifications connues du croiseur lourd. Les deux ne correspondent-ils pas? Certains membres de l'équipage en concluent qu'un sous-marin caché aide Takao et lui fournit des informations. Malgré les risques évidents et les plaintes, Gunzu demande à Yona d'utiliser le canon qu'ils ont volé à Yuga. Yona lance à nouveau le navire vers la surface. Le navire attire immédiatement l'attention de Takao. Alors qu'il lance les torpilles, Takao change soudainement de cap. Gunzu en déduit que le vaisseau cache peut-être quelque chose. Le navire de Gunzu se prépare à rejoindre la surface. Il est attendu par le vaisseau de Takao, qui affiche un sourire suffisant et dont les armes sont prêtes à les faire exploser. Le sourire s'efface rapidement de son visage lorsque le vaisseau émerge. Ils ont leur propre canon à supergravité. La femme ordonne rapidement au 501 de s'enfuir.
l'équipage de Gunzu découvre qu'il y avait bien un sous-marin accroché sous Takao. Leur intuition était la bonne. Yona se fige et s'apprête à tirer le canon lorsque Gunzu voit le modèle mental de Takao. Il lui ordonne de réduire l'angle de tir, bien que Kuei dise qu'ils manqueront à KO. Les deux hommes suivent tout de même les ordres du capitaine. Tout se désintègre dans l'oubli. Le kamikaze reçoit l'appel annonçant la victoire du 401. Il ne peut qu'admettre que Gunzu est très impressionnant. Pendant ce temps, Kongu boit du thé avec Takao dans un vide mystérieux. Takao affirme qu'elle n'a perdu qu'à cause du canon à supergravité inattendu. Kongu fait remarquer qu'il a dû être volé par Yuga lorsqu'elle a perdu contre la même équipe. Takao jure qu'il ne la laissera pas s'en tirer comme ça et elle s'en va. Pendant ce temps, Gunzu trouve Yona assise seule sur le pont. Il s'excuse de l'avoir mise à l'épreuve, mais elle lui répond simplement que le combat est sa principale raison d'être. Pendant ce temps, les paroles de Kongu se répètent dans la tête de Takao. Elle n'en revient toujours pas que Gunzu ne l'ait pas coulé. Peut-être que si elle avait une unité humaine intelligente à bord, elle aurait pu adopter des tactiques comme celles des 401. C'est ainsi que le désir d'avoir un humain à elle grandit en elle. Si vous voulez la suite de cet anime, commentez, abonnez-vous et laissez un like. Merci d'avoir regardé.